Attention, cet épisode est relativement long. Vous trouverez donc en description un sommaire pour sauter d'une séquence à l'autre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de la joie et de la bonne humeur, de la gaudriole et de la galéjade. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du cancer, et vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir tout traiter dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en description différentes sources que vous pourrez consulter, dont l'excellente vidéo de Science Étonnante sur le même sujet qu'il a réussi à faire à l'Institut Gustave Roussy, rien que ça. Sur ces entrefaits, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu poser la situation. Les cancers sont devenus la première cause de mortalité en France. Et on va pas se mentir, cette première place, elle est un petit peu disputée. Depuis que la team maladies infectieuses et la team traumatologie se sont fait rectes de la compétition, il y a deux équipes qui se disputent la première place. La team cancer et la team maladies cardiovasculaires qui a longtemps dominé le game. Mais ces deux-là se tirent un petit peu la bourre pour être sur la plus haute marche du podium. En gros, ça tourne aux alentours de 150 000 décès par an dans les deux camps, à la louche, et la team cancer est un petit peu devant. Les cancers sont des pathologies qui font peur. Elles sont insidieuses, injustes, violentes, et leurs traitements sont lourds, contraignants et parfois très délabrants. Voilà, le cancer, ça fait peur. Et vous pouvez rajouter à ça qu'elles sont pas très bien connues du grand public. C'est bien connu, les instances de santé publique et médicale sont unanimement reconnues pour leur expertise de communication auprès du grand public. Elles sont toujours au top. Clairement, la communication sur le sujet, elle est faite avec le cul. Mais à leur décharge, il faut dire que la cancérologie, c'est pas quelque chose de facile. Avec tout le respect que je dois aux orthopédistes, c'est un petit peu plus compliqué que c'est cassé, c'est pas cassé. Ce sont donc des pathologies émotionnellement chargées. On a tous un parent que ça a touché. Et donc il y a autour pas mal de fantasmes, d'idées reçues et de légendes urbaines. Rajoutez à ça Internet, les médias et les réseaux sociaux, et vous vous retrouvez avec un bon gros globi-boulga de conneries, et au milieu, quelques trucs vrais. Donc aujourd'hui, on va essayer de démêler un petit peu tout ça, à travers 6 affirmations un petit peu bullshit. En joie. Donc, le cancer. Par où on commence? La première chose à faire, c'est de savoir de quoi on cause. Et vous savez, j'aime bien les définitions et recentrer un peu les problèmes. Et c'est ça qui va nous amener à la première affirmation. On m'a déjà fait la réflexion comme quoi je chipotais sur les détails et que tout le monde comprenait cancer quand on parlait de tumeur. Sauf que c'est absolument pas la même chose. Alors ça peut paraître con, mais il faut vraiment bien différencier les deux, parce que croyez-moi, d'expérience, utilisez le terme tumeur alors que la personne en face comprend cancer, et vous avez pas fini de ramer. Historiquement, tumeur, ça fait référence à une augmentation de volume d'une partie de l'organisme. Alors ça peut être une masse quelconque, un abcès, une déformation, et comme j'ai déjà évoqué, une grossesse pourrait être qualifiée de tumeur. Mais de nos jours, avec la compréhension des phénomènes de croissance cellulaire et ces phénomènes de régulation de la croissance cellulaire, la définition elle a un petit peu changé. Donc une tumeur, c'est une prolifération cellulaire excessive au sein d'un tissu normal, aboutissant à la formation d'une masse tissulaire de taille variable et ressemblant plus ou moins à du tissu normal. Voilà, tumeur, c'est un terme générique, ça veut dire masse, boule. Mais remarquez que ça ne préjuge en rien de la qualité des cellules à l'intérieur de la tumeur. C'est pour ça qu'il est très important de préciser s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne. Tumeur bénigne, c'est une prolifération excessive de cellules non agressives. Elles n'envahissent rien, elles ne détruisent rien, c'est globalement bien limité et ça ressemble globalement à du tissu sain. C'est juste une prolifération excessive de cellules. Les tumeurs bénignes ne sont pas des cancers. Genre un grain de beauté, c'est une tumeur bénigne. Dans la majorité des cas, les tumeurs bénignes ne sont pas graves, mais il existe des cas où les tumeurs bénignes ont des conséquences qui peuvent être gravissimes. Ce qui n'a rien à voir avec les tumeurs malignes qui, elles, sont des cancers. Les tumeurs malignes sont des proliférations excessives de cellules anormales et agressives. Retenez bien ça, elles ont à la fois une morphologie et un comportement qui est anormal. Elles envahissent et détruisent le tissu sain autour, c'est mal limité et ça ne ressemble pas forcément à du tissu normal. Les mécanismes responsables de la formation des cancers, on y reviendra. Mais d'ici là, je vous renvoie vers la vidéo de Science Étonnante qui explique ça très bien. Retenez juste que c'est une accumulation de mutations qui font perdre aux cellules leur mécanisme de régulation. Elles deviennent incontrôlables et prolifèrent à l'infini. Virtuellement, tous les types cellulaires peuvent dégénérer en cancer. Mais on va pas se mentir, certains types sont rares. Extrêmement rares, comme les cancers issus des neurones ou des cellules musculaires cardiaques. Ces cellules ne se multipliant pas, ou presque pas, elles accumulent peu de mutations. Alors je te vois venir, toi là, dans les commentaires, à me dire « Oui, mais il y a des cancers du cerveau. » Alors oui, effectivement, il y a des cancers du système nerveux central, mais ça part rarement des neurones.
Ces cellules malignes, elles vont se multiplier, pomper sans vergogne les ressources de l'organisme, détruire petit à petit le tissu sain autour d'elles, alors d'abord localement puis régionalement, et parfois elles vont même essaimer à distance, c'est ce qu'on appelle les métastases, jusqu'à épuisement de l'organisme ou atteinte d'une fonction vitale qui va entraîner le décès du patient. Ça, c'est un cancer et son évolution naturelle. Pour terminer, tous les cancers ne sont pas des tumeurs. Par exemple, les leucémies, qui sont des cancers du sang, ne sont pas des tumeurs parce qu'elles ne sont pas solides. Ce sont des tumeurs liquides. Donc voilà, tumeur et cancer, c'est pas exactement la même chose. C'est deux ensembles distincts qui ont une intersection commune, mais c'est pas exactement équivalent. Next. Donc maintenant, on attaque les vrais bails. Il a un cancer, il va mourir. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est ce que je vais dire maintenant. Le cancer n'est pas synonyme de décès. Avant, c'était le cas, oui. Au début du XXe siècle, c'était le cas. Au milieu du XXe siècle, c'était encore le cas. Mais aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Il y a toujours des gens qui meurent du cancer, bien sûr, on n'a pas dit le contraire. Mais à peu près autant que de gens qui meurent de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire infarctus, AVC, anévrisme, etc. Le cancer n'est plus une fatalité. Et maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir détailler un petit peu. Alors tout d'abord, le cancer, ça n'existe pas. Il a le cancer, ça n'a pas vraiment de sens. Oubliez cette phrase. Il en existe une multitude de cancers. Je ne pourrais pas vous donner un nombre exact, je ne pourrais même pas vous en donner un nombre approchant. Il en existe des dizaines, peut-être même des centaines de types différents. Et chacun de ces types a des caractéristiques particulières, que ce soit en termes d'évolution, d'agressivité, de réponse aux différents traitements, etc. Le cancer, ça n'existe pas en tant que maladie, ça existe en tant que catégorie de maladie. C'est ce qu'on appelle un cadre nosologique. On n'a pas le cancer, on a les cancers. Et quand on est malade, on a un type particulier de cancer. C'est comme avec les infections. On n'a pas l'infection, on a une infection. Il y en a plein de différentes, certaines plus graves que d'autres, et on ne les traite pas de la même façon. Et voilà, c'est exactement la même chose. Ensuite, on vous dit on meurt moins du cancer, mais je suppose qu'il va vous falloir un petit peu plus que ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas un indicateur à tout faire pour suivre l'évolution de la lutte contre le cancer. Il y a tout un tas d'indicateurs, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. C'est l'association de ces indicateurs qui permettent de dresser un portrait global de la lutte contre le cancer. Mais ces indicateurs, il faut savoir les analyser. Le taux de guérison, ça n'existe pas vraiment en cancérologie. On va taper un petit peu sur les médias. Souvenez-vous que quand ils font de l'information au grand public, ils cherchent surtout à la vendre, cette information, même si elle n'est pas complètement juste. Donc quand on a de multiples statistiques, des critères de jugement, des seuils de significativité, avec des subtilités d'analyse, eh ben c'est chiant et c'est pas très vendeur. Donc on fait dire tout et n'importe quoi aux chiffres, et la cancérologie n'échappe pas à la règle. Il y a 3 indicateurs qui sont principalement utilisés en cancérologie: l'incidence, la mortalité et la survie à 5 ans. Et encore, il y a plein de subtilités statistiques dont il faudrait qu'on vous parle, comme la standardisation des populations, mais c'est absolument pas le propos. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas de quelque chose sur une période donnée. Pour ce qui nous intéresse, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer par an en France. La mortalité, c'est exactement la même chose, mais avec des décès. C'est le nombre de nouveaux décès pour une cause donnée sur une période donnée. Pour ce qui nous intéresse donc, le nombre de nouveaux décès liés au cancer par an en France. La survie, c'est un indicateur un petit peu plus subtil qui est utilisé pour mesurer la gravité de la maladie et l'efficacité des traitements. Ça se mesure en pourcentage de gens vivants à un temps donné après leur diagnostic de cancer. La plus classique, c'est la survie à 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que c'est à 5 ans qu'on considère qu'un cancer est guéri. Mais on peut faire aussi de la survie à 1 an, 3 ans ou 10 ans. L'important, c'est ce qu'on veut montrer. Un cancer qui a 5% de survie à 1 an, c'est un cancer qui est très agressif et ou pas accessible au traitement. Alors qu'un cancer qui a 95% de survie à 10 ans, c'est un cancer qui est pas agressif et ou très accessible au traitement. Bref, vous voyez l'idée. Aucun de ces indicateurs n'est parfait. Ils donnent une information. Mais seule cette information, elle veut tout et rien dire. Par contre, ensemble, ces informations, elles donnent une vision à peu près correcte de la situation. Mais ça marche mieux avec des exemples. Qu'est-ce qu'on sait des cancers en France depuis 1980? L'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an en France, depuis 1980, elle a augmenté chez l'homme comme chez la femme. Elle est passée de 1980 à 2012 de 96 000 cas par an à 200 000 cas par an chez l'homme et de 73 000 cas par an à 155 000 cas par an chez la femme. Donc plus du double dans les deux cas. Ah, tu vois, c'est bien la preuve que la lutte contre le cancer, c'est de la bullshit, et que les gouvernements et les lobbies pharmaco-agroalimentaires nous mentent pour faire de l'argent sur les pauvres gens, et que les médecins sont dans le coup en plus. Ouais. Sauf que, sur la même période, la population française a augmenté de 10 millions de personnes, avec plus 3 millions de personnes de plus de 65 ans, sachant que 50% des cancers apparaissent chez les plus de 65 ans. Donc plus de personnes, plus de cancers. L'espérance de vie, elle a également augmenté de 10 ans chez les hommes comme chez les femmes, donc plus de personnes âgées, plus de cancers.
Et depuis les années 80, qu'est-ce qu'on a vu se développer en masse? Le scanner, l'IRM, les nouvelles méthodes de radiologie, le séquençage de l'ADN, la biologie moléculaire, etc., etc. Ce qui a énormément fait progresser le diagnostic du cancer. Rajoutez à ça les campagnes de dépistage, sein, col de l'utérus, prostate, cancer colorectal, plus de diagnostics, plus de cancer. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on prend l'incidence et qu'on la rapporte à la population? C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste le chiffre brut, mais on le remet dans le contexte. C'est-à-dire qu'on fait le nombre de cas par an pour 100 000 habitants. On observe que depuis 1980 jusqu'à 2005, effectivement, on observe une augmentation du nombre relatif de cas, mais que depuis 2005, on observe une stabilisation du nombre de cas relatifs chez la femme et une diminution du nombre de cas relatifs chez l'homme. C'est pas si simple, faut relativiser, faut remettre les choses dans leur contexte. Mais bon, sur Internet et dans les médias, c'est pas trop l'ambiance. D'ailleurs, vous allez plus facilement cliquer sur quel titre? Cancer, l'épidémie, le nombre de cas a doublé depuis 30 ans, ou cancer, non ça va, c'est bon, on gère. Et pour la mortalité, c'est un peu pareil. Si on prend le nombre de décès par an, tout cancer confondu, entre 1980 et 2012, chez l'homme, on passe de 76 000 à 85 000, et chez la femme, on passe de 52 000 à 63 000. Donc ouais, objectivement, il y en a plus. Mais si vous rapportez la mortalité à l'incidence, on passe de 170 000 nouveaux cas par an de cancer pour 130 000 décès, à 355 000 nouveaux cas de cancer pour 150 000 décès. La différence, elle est énorme. Et si on prend la mortalité rapportée à 100 000 habitants, elle ne fait que diminuer depuis les années 80. C'est moins 2,9% de mortalité par an en moyenne chez l'homme et moins 1,4% de mortalité en moyenne chez la femme. Donc ouais, on meurt moins du cancer, on en meurt moins aujourd'hui qu'hier et plus que demain. Et excusez-moi des grossièretés, mais bordel, ouais, on ne meurt pas forcément de son cancer. Mais ça dépend du type de cancer, et c'est là que rentre en compte la survie à 5 ans. Il est impératif de séparer les types de cancer, parce que le pronostic il dépend énormément de ce type de cancer. Ça passe de 9% de survie à 5 ans pour le cancer du pancréas à 97% de survie à 5 ans pour le cancer de la thyroïde. C'est pas du tout la même chose. Et même là, on peut faire les distinctions de survie entre les différents stades d'évolution de la maladie. Est-ce que c'est un stade local, régional ou disséminé à tout l'organisme? C'est difficile de trouver des chiffres généraux sur le cancer parce que ça veut pas dire grand-chose. C'est généralement cancer par cancer. Je vous mets là quelques cas les plus courants, alors vous pouvez faire pause pour regarder, mais sinon vous trouverez tout ça dans la description. Ce qu'il faut retenir, c'est que les cancers de bon pronostic, c'est-à-dire avec plus de 66% de survie à 5 ans, représentent 52% des diagnostics, et que ceux de mauvais pronostic, c'est-à-dire avec moins de 33% de survie à 5 ans, représentent 25% des diagnostics. Et avant de passer à la suite, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là, je voudrais vous parler du cancer chez l'enfant de moins de 15 ans, parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est valable pour l'adulte de plus de 15 ans. Le cancer, c'est moche, on va pas se mentir, et même si j'essaye de vous faire toucher du doigt que c'est pas un combat désespéré, c'est moche. Mais alors chez l'enfant, c'est dur. Quand j'ai commencé à faire de la cancérologie, je comprenais pas les collègues qui faisaient de l'oncologie pédiatrique. Puis j'ai eu des cours, j'ai vu, j'ai lu, et j'ai compris. 82%. Toute cette spécialité, elle tient dans ce chiffre. 82% de survie à 5 ans. Tout âge, tout sexe, tout cancer, tout stade. Les mecs sont littéralement des sauvages. Ils se paient même le luxe d'avoir des pathologies avec 99% de survie à 5 ans. Dans les années 30, c'était 100% de décès. Les mecs sont des sauvages. Par contre, revers de la médaille, chaque décès est beaucoup plus dur. Pour ce qui est de l'incidence, c'est 1750 nouveaux cas par an en France en moyenne, et c'est stable depuis les années 2000. Donc non, il n'y a pas une augmentation inquiétante et importante du nombre de cas de cancer chez l'enfant. Après cette très longue réponse, on va passer à l'affirmation numéro 3. Alors ça, c'est un truc que je lis souvent sur Internet. Oui, un tel il a dit que la chimiothérapie ça tuait plus que le cancer. Oui, les patients ils ont un cancer, on les met sous chimiothérapie 15 jours plus tard ils sont morts. Et tout ça en balançant des chiffres qui sortent d'on ne sait où. Alors un conseil, quand vous voyez ça, vérifiez qui le dit. Dans la grande majorité des cas, soit le mec n'a jamais fait de cancérologie de sa vie, soit la citation a facile 30 ans. Pour ne reprendre que la plus classique, c'est-à-dire la fameuse citation du professeur Harding Jones, professeur de Berkeley, qui affirme dans son étude que la chimiothérapie tue plus que le cancer. Alors déjà, c'est pas une étude, c'est un rapport qui date de 1956, c'est-à-dire qu'on est plus proche de 2050 que de la sortie de ce rapport. Et le professeur Jones, pas celui-là ni celui-là, mais l'autre, il est mort en 78 et il parlait de protocole de chimio des années 30. On a fait plus sérieux comme information. Bon, ensuite, la chimiothérapie, c'est pas la panacée non plus, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et juste pour qu'on soit d'accord, la chimio, c'est comme le cancer. Ça n'existe pas vraiment.
Il n'y a pas une chimiothérapie, il y a des chimiothérapies. Donc quand je vais dire chimio, je fais référence au concept de chimiothérapie anticancéreuse et l'ensemble des molécules qui la composent. Le principe de la chimio, il est assez simple, c'est de faire mourir les cellules en réplication. Les molécules, elles vont interférer avec une des étapes de la division cellulaire, ce qui va avoir pour effet de faire mourir la cellule en réplication. Les cellules cancéreuses ayant la fâcheuse tendance, on l'a vu, de se multiplier sans compter et de proliférer de manière anarchique, la chimiothérapie sur le principe, ça semble être une bonne idée. Le gros problème de la chimiothérapie, c'est que ça fait pas vraiment la différence entre les cellules saines et les cellules malades. Ça défonce un petit peu toutes les cellules en réplication. Et plus une cellule va avoir tendance à se diviser rapidement, plus elle va prendre son tarif. La seule différence, c'est que les cellules saines, elles encaissent un petit peu mieux que les cellules malades. Ça regroupe tout un tas de molécules qui peuvent être très agressives et qui peuvent avoir des effets secondaires relativement lourds, que ce soit de manière aiguë, c'est-à-dire pendant les cures, ou à distance, parce qu'elles ont lésé un type de tissu. Les chimiothérapies sont des poisons pour l'organisme. Personne ne vous dira le contraire. Mais c'est là que la notion « la dose fait le poison » prend tout son sens. Il va falloir flirter avec les limites que peut tolérer l'organisme. Le but, c'est de détruire une maladie qui est mortelle par ailleurs, mais qui encaisse moins bien que les cellules saines. Mais il ne faut pas détruire l'organisme. Et c'est vrai, parfois elles sont responsables de décès, mais ce n'est pas du tout la majorité des cas. Il y a différentes classes de chimiothérapie et plein de molécules différentes. Et comme elles ne tapent pas sur la même chose, on va pouvoir les associer entre elles. Pour 1, améliorer l'effet, puisqu'on ne tape pas sur les mêmes cibles. Et 2, diminuer les doses, puisqu'on va pouvoir associer des molécules qui agissent en synergie, ce qui va pouvoir épargner les cellules saines. Et ça fait 40 ans que les mecs cherchent les bons protocoles et les bonnes associations. Ça, c'était le principe. Maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse au contexte. Comment on utilise la chimiothérapie? La lutte contre le cancer, elle a 3 bras armés principaux. La chirurgie, la radiothérapie, c'est-à-dire les rayons, et la chimiothérapie. Il y a bien évidemment des subtilités comme l'immunothérapie et l'hormonothérapie, mais c'est pour vous donner les grands axes, venez pas chercher la petite bête. Une décision de traitement, généralement, elle associe les 3 composantes avec une part plus ou moins importante en fonction du type de cancer et de l'évolution de la maladie. Et c'est l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des procédures thérapeutiques les unes à la suite des autres, qui fait le traitement. Le traitement, c'est donc pas seulement chirurgie ou radiothérapie ou chimiothérapie, c'est l'association des 3. Et parfois, souvent, ce traitement, il va évoluer en fonction des résultats et changer parfois complètement. Et parfois, les 3 axes ne sont pas nécessaires ou pas possibles. Dans un cancer du sang, la chirurgie n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est plutôt chimiothérapie et radiothérapie. Par contre, dans un cancer de la gorge, c'est plutôt chirurgie et radiothérapie. La chimiothérapie arrive en second plan. Ça dépend quoi. Ces décisions, elles sont prises de manière collective dans des réunions qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires, ou RCP, dans lesquelles il y a des radiologues, des chirurgiens, des radiothérapeutes, des chimiothérapeutes, des diététiciens, des psychologues, les services sociaux, etc. Et parfois, il y a même le patient. Quelles sont les stratégies d'utilisation de la chimiothérapie? On peut les diviser en 3 grandes catégories. La chimiothérapie curative, la chimiothérapie adjuvante ou de soutien, et la chimiothérapie palliative. La chimiothérapie curative, c'est relativement simple. La chimiothérapie est l'arme principale de lutte contre le cancer. C'est le cas par exemple des leucémies, de certains cancers du poumon ou des testicules. Ces cancers qui se traitent quasiment uniquement par chimiothérapie sont pas du tout les plus fréquents, bien au contraire. En réalité, la chimiothérapie est assez peu l'arme principale de lutte contre le cancer. Elle sert beaucoup plus souvent dans les 2 cas suivants. Pour la chimiothérapie adjuvante ou de soutien, comme son nom l'indique, elle va jouer le rôle de soutien. Elle ne va pas être l'arme principale, elle va être un des piliers de la démarche thérapeutique. Et cette utilisation de la chimiothérapie, elle est beaucoup plus fréquente. Un exemple typique, c'est le cancer du sein. Le traitement, il associe chirurgie et chimiothérapie et radiothérapie. C'est l'ensemble, le traitement. Et enfin, la chimiothérapie palliative, qui est malheureusement une utilisation également très fréquente de la chimiothérapie. On est devant une maladie qui ne pourra pas être guérie et qui va être fatale à plus ou moins long terme. Le but ici, c'est de stabiliser et de contrôler la maladie le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Le but, c'est plus la guérison. Et cette utilisation de la chimiothérapie, elle concerne beaucoup de malades. En fait, quasiment l'intégralité des malades qui vont mourir de leur maladie. Les patients et leur entourage voient la maladie progresser malgré la chimiothérapie. Et c'est pour ça, je pense, que la chimiothérapie garde cette image de thérapie qui tue les malades. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la chimiothérapie, ça a été une avancée majeure dans la lutte contre le cancer. Est-ce qu'elles sont parfaites? Non, certainement pas. Par contre, elles ne tuent pas plus que le cancer lui-même. C'est juste que des fois, la chimiothérapie n'a pas pour but la guérison. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite, et ça concerne encore la chimiothérapie. Est-ce que la chimiothérapie fait tomber les cheveux? Oui et non.
On a vu juste avant le principe de la chimiothérapie, détruire les cellules en réplication. Sauf que dans l'organisme, il n'y a pas que des cellules cancéreuses en réplication, il y en a d'autres. Et c'est en partie pour ça qu'on va avoir des effets secondaires. C'est la mort des cellules normales qui va créer une partie des effets secondaires, baisse de l'immunité, troubles digestifs, irritation de la peau et des muqueuses, chute des cheveux, etc. Sauf que toutes les chimiothérapies n'ont pas tous les effets secondaires, certaines en ont plus que d'autres et certaines en font certains et pas d'autres, et c'est le cas de la chute des cheveux. Les chimiothérapies pour le cancer du sein, le cancer du poumon ou certaines maladies sanguines font tomber les cheveux parce qu'elles sont pas mal agressives, mais d'autres, comme les sels de platine ou le 5-fluorouracil, ne sont pas ou peu alopéciantes, c'est-à-dire responsables d'alopécie, c'est-à-dire de chute de cheveux. Donc oui, les chimiothérapies font tomber les cheveux, mais pas tout le temps. Affirmation suivante. Avant, il n'y avait pas de cancer, le cancer est une maladie nouvelle, c'est la société moderne qui est responsable du cancer, etc. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà croisé. Il y a deux grands courants. Avant, il n'y avait pas de cancer, genre littéralement le cancer est une maladie nouvelle, et avant, il y avait moins de cancer, qui est une position plus raisonnable. Est-ce que le cancer est une maladie nouvelle? Plot twist, non. Il faut arrêter de dire de la merde. Alors pour ça, on va se tourner vers la paléontologie, plus exactement la paléopathologie, c'est-à-dire l'étude paléontologique des maladies. Le plus vieux cancer jamais observé, c'est un cancer osseux, un ostéosarcome, qui a 1,7 million d'années. On observe d'autres traces de cancer sur des restes humains. Alors évidemment, comme les plus vieux restes humains sont des os, on observe surtout les manifestations osseuses des cancers. Alors que ce soit des cancers primitifs, c'est-à-dire des cancers primaires des os, ou alors des manifestations secondaires d'autres cancers, c'est-à-dire des métastases d'autres cancers, comme des cancers du sein ou des cancers du poumon. Une autre grande source d'information, ce sont les corps embaumés ou les momies, et pas que les égyptiennes, bien qu'elles soient les plus nombreuses. L'avantage de ces restes humains, c'est qu'ils ne présentent pas que des os, il y a aussi du tissu organique. Ce qui fait qu'avec les techniques d'imagerie moderne et de diagnostic, on arrive à faire de nouveaux diagnostics. Et il y a certaines équipes qui sont spécialisées dans l'étude de ces dépouilles et qui trouvent quoi? Des cancers. Et puis là, c'est l'éventail standard, sein, prostate, colorectal, poumon, ORL, etc. Donc non, le cancer n'est pas une maladie nouvelle. Ensuite, faut être cohérent. Le terme cancer, il est pas récent. Il nous vient d'Hippocrate. Ça vient du grec karkinos, qui veut dire crabe. C'est pour ça que la représentation du cancer, c'est un crabe. Et pourquoi un crabe? Parce qu'Hippo, il avait remarqué que le cancer s'étendait avec des ramifications, comme les pattes d'un crabe. Il était pas con. Mais c'est pas la plus vieille trace écrite de cancer. On en trouve par exemple dans le papyrus d'Edwin Smith, qui date de 1800 avant JC. Et dans la partie traitement, ça dit laconiquement « aucun ». Ouais, Hippocrate disait ça aussi. On trouve des traces de cancer comme ça un peu partout dans l'histoire. Vers 500 avant Jésus-Christ, Hérodote nous raconte que Atossa, la femme de Darius, a un cancer du sein ulcéré, ce qui est rarement bon signe. Il y a aussi Anne d'Autriche qui a eu un cancer du sein. Donc voilà, le cancer accompagne l'homme depuis que l'homme est homme, voire même peut-être avant. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de cancers aujourd'hui? Est-ce que c'est notre société qui est responsable des cancers? Honnêtement, la réponse elle est impossible à donner. Vous avez vu tout à l'heure que plus de cancers, comme ça, brut, ça veut pas dire grand-chose. La population mondiale était moins importante, l'exposition environnementale n'était pas la même, les gens mouraient plus jeunes, les causes de mortalité n'étaient pas les mêmes. Faut dire qu'à l'époque, la team maladie infectieuse dominait largement le game. D'un autre côté, le tabac n'était pas aussi présent que maintenant, et pour ceux qui en douteraient, oui, le tabac est responsable de cancer, pareil pour l'alcool ou l'exposition à certains toxiques. Donc est-ce qu'il y a plus de cancers à cause de notre société? Dans un sens, oui, mais est-ce que cette augmentation elle est artificielle ou réelle? Impossible de dire. Comme on n'a pas les chiffres dans l'autre population, eh ben on peut absolument pas statuer. Allez, dernière affirmation. Bon, normalement vous voyez déjà où je veux en venir. Le traitement, le cancer, déjà ça pue. La lutte contre le cancer, elle est passée par plein d'étapes avant d'arriver à où on en est aujourd'hui. Pendant longtemps, très longtemps, ça a été on peut rien faire. Bon, il y avait bien des mecs qui essayaient des trucs, mais ça marchait pas vraiment. Petite dédicace aux traitements à base d'arsenic qui, eux, pour le coup, tuaient plus vite que le cancer. Il y a eu plusieurs phases d'excitation dans le monde médical où on pensait avoir le traitement. Ça a commencé par la chirurgie. Quoi de plus logique? Il y a une tumeur, faut qu'on l'enlève. Déjà au XIVe siècle, il y a des mecs comme Henri de Mondeville, chirurgien du roi, qui disaient « Aucun cancer ne guérit, à moins d'être extirpé radicalement tout entier ». Ça a été la période de la chirurgie peut tout. Avec l'amélioration des techniques chirurgicales, l'amélioration des connaissances en anatomie et de l'anesthésie, les mecs étaient mais super chauds. Ils voulaient faire toujours des trous de plus en plus grands, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que plus grand voulait pas forcément dire plus de guérison. Et donc ils se sont arrêtés d'aller toujours plus loin.
Ça a duré jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y a eu aussi la période « la radiothérapie peut tout ». Après la découverte des rayons X par Röntgen en 1895 et la folie qui a suivi, les mecs mettaient des radiations ionisantes partout, ils se sont rendus compte que ça pouvait servir dans la lutte contre le cancer. Et là pareil, ils ont essayé plein de trucs, ils étaient super enthousiastes, ils avaient enfin le traitement pour le cancer. Et puis sont arrivés les récidives, les décès, les effets secondaires, graves, et l'enthousiasme est un petit peu retombé, et on a arrêté d'irradier toujours plus. Et puis il y a bien sûr eu la période « la chimiothérapie peut tout ». Ils ont trouvé une première molécule qui marchait pas mal, puis une deuxième, et puis ils ont littéralement tout testé. Mais genre, tout. Ils ouvraient une armoire, ils prenaient un truc, jus de citron. Allez! Ils ont trouvé plein de molécules qu'ils ont essayé dans plein de protocoles, ils ont multiplié les associations, augmenté les doses, ils ont eu des succès certains, surtout en oncologie pédiatrique, et des échecs cuisants, pour arriver à la même conclusion que les autres, plus ne voulait pas dire mieux. Et tous, chacun dans leur coin et parfois ensemble, ils ont fait de la science, ils ont suivi une méthode, ils ont utilisé des stats, ils ont trouvé des résultats, et ils sont arrivés à la même conclusion, seuls, ils n'y arriveraient pas. Donc sur la fin du XXe siècle, radiothérapeutes, chimiothérapeutes et chirurgiens se sont associés, mais sans se dire que l'association des trois pouvait tout faire. Ils voulaient des preuves, et ils ont continué à chercher. Hormonothérapie, immunothérapie, gamma knife, nouvelles techniques chirurgicales, thérapie ciblée, etc. Et ils continuent de chercher, mais ils partent pas en se disant qu'ils vont trouver le traitement. Ils savent très bien qu'il n'y a pas le traitement. Et les cancers sont un ensemble très polymorphe. Il y a plein de causes, plein de types, plein de concepts. Il n'y a pas une solution parce qu'il n'y a pas un problème. Le paradigme, il a changé. C'est la compréhension du cancer et de son fonctionnement qui a amené ce changement. Guérir les stades précoces en améliorant le dépistage, associer les traitements le plus possible et quand la maladie ne peut pas être guérie, transformer une maladie incurable en une maladie chronique. Je ne pourrais pas vous transmettre tout l'enthousiasme du monde médical et de la recherche depuis une dizaine d'années. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent tous les jours. On arrive à créer des molécules capables de cibler spécifiquement des mécanismes intracellulaires particuliers ou des récepteurs particuliers. On fait par exemple des cartographies moléculaires du cancer, ce qui permet d'avoir des cartes d'identité des cancers et des traitements plus personnalisés, en sachant quelle thérapie va être la plus adaptée. Donc à moins d'un changement conséquent dans les connaissances, celui qui vous dit qu'il a le traitement du cancer, soit il vous ment, soit il y connaît rien, soit il a quelque chose à vous vendre. Et parfois même les trois en même temps. Les cancers sont un des défis de demain, mais c'est une bataille qui va se gagner pas à pas. Et on avance. Coupé! Bon, on peut avoir notre chèque maintenant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très long épisode de Primum non nocere. J'espère qu'il vous a plu, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une partie de mon activité professionnelle de tous les jours. Si c'est le cas, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Venez en discuter dans les commentaires tout d'abord. Et puis sinon, abonnement, cloche, pouce bleu, partage sur les réseaux sociaux. Un grand merci également aux tipeurs, aux premiers tipeurs qui ont soutenu la chaîne et la vidéo. C'est la première vidéo qui est soutenue grâce à Tipeee. Donc merci à vous, merci infiniment. On va pouvoir passer maintenant à deux questions que vous m'avez posées dans l'épisode 20 de Primum non nocere qui portait sur l'essoufflement. Pourquoi on appelle la théorie de l'évolution une théorie? Ça a été prouvé qu'on a évolué avec le temps. Théorie en science et théorie dans la vie de tous les jours, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Théorie dans la vie de tous les jours, c'est une hypothèse. Alors que théorie dans le monde de la science, c'est un modèle qui explique quelque chose. Et c'est un modèle extrêmement fort pour expliquer quelque chose. Une théorie en science, c'est un ensemble de faits, de règles, de lois, d'observations qui permettent au mieux d'expliquer un phénomène. Donc il y a la théorie de l'évolution par exemple qui explique l'évolution des espèces, mais il n'y a pas que ça. La théorie de la gravitation, la théorie de la relativité, la théorie de la tectonique des plaques, la théorie de la matière, tout ça, ce sont des théories. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ça ne veut pas dire que ce sont juste des hypothèses, ça veut juste dire que ce sont des modèles extrêmement robustes. C'est la plus haute distinction que peut obtenir un modèle en science, c'est le terme théorie. Elles n'ont pas été démontrées au sens mathématique du terme, mais il y a suffisamment d'éléments qui sont concordants et qui vont dans le même sens. Mais on ne pourra jamais les démontrer parfaitement. Et il suffit qu'il y ait un élément qui réfute la théorie pour que la théorie s'effondre, ou alors qu'il faille trouver une nouvelle théorie. Mais c'est ça le principe des sciences. Donc voilà pourquoi on parle de théorie de l'évolution. Je reste un petit peu sur ma faim. As-tu des conseils pour minimiser la dette et donc l'essoufflement lors d'un effort physique? L'échauffement par exemple, est-il bénéfique? Et à l'inverse, que faire en fin d'effort pour être moins essoufflé? Alors d'abord, désolé que tu sois resté sur ta faim, j'en suis désolé, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la dette, elle sera toujours là.
quel que soit l'effort, que ce soit juste se lever, marcher ou se mettre à courir, cette dette, elle sera toujours là parce qu'il y aura toujours un temps d'adaptation. La seule différence, c'est qu'en fonction de l'intensité, la marche, elle est plus ou moins grande et donc le temps d'adaptation est plus ou moins long. Si on prend l'exemple de la course à pied, avec l'échauffement, au lieu de faire une grande marche en passant de 0 à 20 km/h d'un coup, on passe de 0 à 5, puis 10, puis 15. Les marches sont toujours là, mais elles sont plus petites et donc l'adaptation est moins difficile. Et pour l'arrêt de l'effort, c'est exactement la même chose. Si on s'arrête d'un coup, il faut rembourser toute la dette d'un coup. Si on s'arrête petit à petit, on rembourse la dette petit à petit. Donc oui, on peut adapter son effort à la montée ou à la descente, mais la dette sera toujours là, elle sera toujours la même, c'est juste qu'elle est étalée dans le temps. Encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode et je vous encourage très fortement à aller voir la vidéo de Science Étonnante sur le cancer qui est tout bonnement excellente. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere.